Bon, bonjour à tous, je vous remercie d'être venus ce soir malgré la tentation que représente ces premiers soleils du printemps. Donc le Musée du Luxembourg est très heureux de vous présenter cette première conférence qui fait partie d'un cycle de 2 conférences consacrées à un dialogue entre une historienne de l'art et un artiste à propos d'une œuvre qui a été choisie pour son statut particulièrement réussi, au sens l'impression très marquante qu'elle produit et qui fait que cette œuvre est rapidement estampillée chef-d'œuvre. Voilà, alors j'en profite pour vous signaler dès maintenant que la deuxième conférence, Dialogue autour d'un chef-d'œuvre, aura lieu le 7 juin, pour que vous preniez date, et qu'elle sera consacrée à cette belle image que vous connaissez tous, la femme à la cage de Paul Rotaille, qui constitue l'affiche de l'exposition chef-d'œuvre de Budapest. Alors pour cette première conférence, le dialogue est porté par la commissaire d'exposition, Cécile Maisonneuve, qui est aussi et surtout conseillère scientifique à la réunion des musées nationaux Grand Palais. Cécile Maisonneuve est titulaire d'un doctorat d'histoire de l'art, elle spécialise plus précisément de la Renaissance, et peut-être que certains d'entre vous se rappellent qu'elle a été déjà commissaire d'une exposition au Musée du Luxembourg à travers l'exposition sur les Tudors au printemps dernier. Je vois que ça évoque des choses. Voilà, et puis donc Cécile Maisonneuve a choisi de dialoguer avec un plasticien, un photographe, Jean-Louis Tornato, que je laisserai présenter son travail, je laisserai présenter le travail de M. Tornato plus précisément. Voilà, simplement, il a exposé ses photos dans des endroits très prestigieux comme les rencontres d'Arles ou bien le CRPC de Bordeaux. Voilà, mais je préfère leur laisser la parole très rapidement. Merci Marie, bonsoir à tous. Pour commencer, d'abord un petit mot sur le choix de cette œuvre, puisque lorsque l'équipe du Musée du Luxembourg a proposé cette idée d'un dialogue avec un artiste autour d'un chef-d'œuvre de l'exposition, le choix de l'œuvre s'est un peu imposé comme une évidence, parce que pour moi, il fallait choisir dans l'exposition une œuvre qui comporte une part d'ombre assez profonde pour laisser libre cours à l'interprétation de Jean-Louis notamment. Et il fallait également choisir une œuvre qui puisse résonner avec l'œuvre d'un artiste contemporain. Et cette jeune fille au sommeil, non seulement est une des œuvres qui suscite le plus de débats dans la communauté des historiens de l'art dans l'exposition, mais c'est aussi une œuvre qui présente un sujet très intimiste, un sujet qui est intemporel et qui résonne particulièrement bien avec les œuvres de Jean-Louis Tornato, comme vous pouvez voir ici par la confrontation, le rapprochement de ces deux œuvres côte à côte. Et ce dialogue avec Jean-Louis, entre Jean-Louis et moi, va essayer de porter le débat, la discussion sur un autre terrain que vraiment celui de l'histoire de l'art pur, un terrain qui est peut-être plutôt de l'ordre du sensible, avec l'intuition, peut-être la conviction que le regard neuf d'un artiste d'aujourd'hui, comme Jean-Louis, pourrait contribuer à enrichir les discussions et la réflexion sur cette peinture. Et je pense que d'emblée, on peut aussi comprendre que notre dialogue va se construire, certes, autour d'une évidente convergence de sujets, mais c'est un dialogue qui va aussi s'articuler autour d'un paradoxe assez fort, puisque d'un côté, on a un artiste vivant qui peut nous parler en détail de son travail, de sa genèse, des raisons de son intérêt pour le sommeil, les différentes étapes qu'il a franchies
pour constituer cette série des sommeils, dont est tirée cette figure de Gwen. Et de l'autre, on a une œuvre assez unique en son temps, une œuvre assez unique dont on ignore a priori quel est l'auteur et quelle est la finalité. Donc l'intention qui a prévalu à la création de cette œuvre nous échappe complètement. Voilà, et vous comprenez combien du même coup on peut s'engouffrer, les interprétations possibles peuvent se multiplier, on peut s'engouffrer dans cette porte ouverte. Et ce qui est peut-être encore plus troublant, c'est que les historiens de l'art n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un scénario possible, ni sur l'artiste, donc, ni sur l'identité de cette jeune fille, ni sur ce qu'elle représente, si tant est qu'elle représente d'ailleurs autre chose qu'une jeune fille assoupie, qui est le sujet qui vient immédiatement à l'esprit. Et même parfois les historiens de l'art optent pour des hypothèses diamétralement opposées, se contredisant les uns les autres de manière très troublante. Et donc vous comprenez très bien que mon rôle en tant qu'historien de l'art dans ce dialogue va être de vous présenter différentes hypothèses, différents scénarios possibles, et de vous restituer un petit peu cette œuvre dans son contexte. Mais avant d'en arriver là, il me semble aussi important de vous présenter au préalable brièvement le travail de Jean-Louis, que certains d'entre vous découvrent peut-être ici pour la première fois. Alors on peut dire que, pour commencer, l'observation du sommeil la nuit est le point de départ de tout le travail de Jean-Louis Tornato, puisqu'il commence à s'y intéresser dès 1996, au sortir de sa formation de l'École nationale supérieure de la photographie. Et dès cette époque, il a l'idée d'un dispositif automatique que vous voyez ici représenté sur cette image. Et ce dispositif qui permet de capter sur une pellicule de 36 poses et en son absence les différentes images de la même personne en train de dormir tout au long de son sommeil à intervalles réguliers. Une pellicule infrarouge. Dans le noir total, donc. Voilà, dans la nuit. Et d'emblée, de ces photos, il y a quelque chose qui relève de l'exploration de la nuit, justement, puisque, comme vous venez de le dire, on est plongé dans la nuit totale. Quelque chose qui relève aussi de la curiosité, pour le mystère de la nuit, disons, la volonté de percer un peu ces mystères, de s'intéresser à ce moment d'entre-deux où la raison et le rationnel se relâchent. Et les images obtenues au cours de ces nuits sont ensuite traitées de différentes manières. D'abord sous forme d'extrait, comme vous avez ici sous les yeux, une forme d'extrait dans un rapport assez intime avec le personnage, la personne photographiée. Ensuite, sous forme de planche contact, réunissant les 36 photos de la nuit entière. Et là, on voit, je pense qu'on perçoit d'emblée que le personnage est mis à distance et que le motif du drap blanc ressort
ressort de manière plus forte de cette répétition d'images. Le corps n'est plus qu'une masse engloutie dans les méandres des plis. Alors là, voilà. Alors il faut dire planche contact agrandie, hein, c'est très important. Parce que par définition, la planche contact est un contact à l'échelle 1 des négatifs, donc les images du film 135 sont très petites en planche contact. Donc c'est une planche contact considérablement agrandie qui fait à peu près 1,50 m ou 2 mètres par 2 mètres. Ce qui permet de retrouver une visibilité de chaque image aussi. Hein. Donc là, on en a ici quelques exemples. Je pense qu'on voit bien justement cette idée du corps englouti qui vous est chère. Oui, alors c'est une idée qui m'est chère. Ce n'est pas systématique. Il n'y a pas de systématisme dans le travail. Il y a des périodes de toute façon qui décident et qui accentuent, on dira, tel ou tel parti pris, tel ou tel angle d'approche et tout ce qui peut s'en objectiver. Donc là, on voit des images de la première période qui, je dirais, qui étaient sous influence des sciences du 19e siècle. Mon angle d'approche, on peut le qualifier au départ de pseudo-scientifique, dans la mesure où il s'inspire d'œuvres documentaires et scientifiques qui consistaient par la photographie ou avec l'aide de la photographie à comprendre l'âme, l'être, la photographie dès son invention ou quasiment dès son invention, ayant été un auxiliaire précieux pour les sciences, mais qui a permis, puisqu'on ne comprenait pas très bien comment elle fonctionnait et qu'elle a suscité beaucoup de fascination, beaucoup d'incompréhension, qui a permis ce mouvement un peu paradoxal, très ancré dans le 19e siècle, la réunion entre une pensée très positiviste et l'irrationnel. Hein, des œuvres donc où les visées scientifiques, les méthodes comme les visées se perdent à nos yeux aujourd'hui dans des élucubrations, dans des mystifications scientifiques. Voilà, ça c'est un peu le point de départ de ce travail. Les images que l'on voit ici, voilà, ont cette qualité par la frontalité, la lumière blanche, la qualité des drapés d'une imagerie scientifique, ce qui n'était pas le cas des images précédentes dont vous avez parlé effectivement. Les corps coulés dans la nuit, ça vient un petit peu après, mais disons qu'il n'y a pas de systématisme. Les choses sont inspirées par le moment, puis surtout par la rencontre qui s'opère à chaque fois entre mes modèles, les personnes photographiées et mon travail. Ce qui nous amène aussi à parler de la troisième manière que vous avez de traiter ces images issues de la nuit, qui est cette image synthèse, une image qui est issue de la superposition des 36 images de la nuit, et qui est une image qui forme une abstraction, presque une essence du sommeil nocturne. Et je pense que c'est personnellement, c'est dans ce type d'image qu'il me semble entrevoir le mieux peut-être ce que vous recherchez dans ces nuits, ce qui émane, et dont vous parliez à l'instant justement, ce qui émane de l'individu au moment où il s'abandonne et plonge sans retenue à l'intérieur de lui-même dans le sommeil. Et cette image un peu abstraite est presque le rendu de ce qui affleure de son psychisme le plus profond. Oui, je pense qu'il y a des images ténues qui peuvent être de bons équivalents à ces images qui affleurent, qui suintent comme ça à l'endroit de la frontière corticale, mais c'est aussi une dilution du sujet dans le temps, littéralement, puisque les 36 vues successivement enregistrent tout le temps écoulé à dormir, tout l'espace de cette nuit. Lorsque les 36 vues contractées montre cette espèce de déréalisation et de fantomisation du sujet, on peut dire que littéralement, tout comme métaphoriquement, il s'agit d'une sorte de dilution, de consomption de l'individu dans le temps de la pause, dans le temps de la nuit évidemment, et dans cet espace sans doute très fascinant et qu'on a du mal à définir, que j'essaie de capter et de percer, l'espace de la nuit.
Et d'ailleurs, c'est cette recherche un peu de l'émanation que vous poursuivez dans d'autres de vos travaux, indépendamment même du sommeil, mais toujours dans la nuit et en articulation quand même avec cette première série des sommeils, notamment dans cette série des limbes, dont vous avez ici une image, une série qui est sur le thème de la mer et des rochers, et au-delà de la représentation objective justement de la mer et des rochers, on perçoit ces rochers dans l'écume qui apparaissent un petit peu comme les corps apparaissaient engloutis dans les draps tout à l'heure dans votre première série photographique. Et cette série, personnellement, me touche particulièrement parce qu'elle instille en moi une sorte de trouble, un trouble sur la nature des éléments qui sont représentés, qui émanent. En regardant cette image, on peut se demander si c'est de l'eau, de l'air, du feu dont il est question ici sur cette image. Et donc, on voit que vous cherchez au-delà de l'apparence des choses. Oui. Mon mode opératoire étant toujours de saisir de l'invisible des choses. Hein. Il y avait l'idée de désapprendre, sitôt avoir appris quelques principes de prise de vue, de perdre la maîtrise qui m'avait été enseignée, mais de retrouver les dimensions épiphaniques de la photographie. Donc, quand je fais des photos de dormeurs, je pose l'appareil, après une discussion avec eux, je peux décider du point de vue, de l'endroit où je vais placer l'appareil, mais je m'en vais évidemment, et ce n'est qu'après coup que je découvre, remontant de la nuit, de l'invisible, les images qu'ils ont imprimées sur la pellicule. Et pour toutes ces séries, les limbes que vous venez de montrer, celle-ci, je travaille, alors surtout au bord de la mer, hein, mais je travaille en aveugle, je me fais prendre dans la nuit, et des fois par les vagues. Mais c'est bien sûr avec un petit peu de lumière qui traîne, le sentiment de voir quelque chose, mais je travaille d'abord sur le mode de la on dira, une sorte de vision extra-rétinienne. Et cette vision, cette épiphanie dont vous parlez, je pense qu'on l'aperçoit très fortement ici dans cette autre série que vous avez appelée Between. Et c'est une série que vous avez composée au Japon et où vous avez travaillé, on a l'impression que vous avez un peu traqué les spectres qui peuplent l'imaginaire japonais et qui apparaissent ici sur le film photographique presque de manière très, très évidente. Et enfin, je voulais finir sur une dernière image de votre travail que je trouve aussi très, très, très troublante, cette série des terres brûlées, qui montre une nature imprégnée d'une étrange couleur bleutée, une nature qui semble presque transpirer. Et je pense que l'image devient encore plus troublante quand vous expliquez que cette image a été prise dans la nuit totale. Et donc la lumière, cette lumière bleutée qui en émane, trouble d'autant plus. Et pour moi, il y a l'idée de restituer dans ce lieu de ruine, de désolation infinie, qui est une forêt après un feu, dans laquelle il y a encore des fumerolles, parce que je m'y rends quelquefois juste après les incendies. Il y a l'idée de traduire, de restituer la vision d'un monde corrosif. C'est une sorte de reflet du mal, hein, ou de la désolation infinie. Alors, je me suis prêtée au jeu de m'exprimer
sur votre travail. Avant de rentrer dans la partie historique un petit peu de ce dialogue, j'aurais voulu que vous nous disiez peut-être un petit mot à votre tour sur cette jeune fille endormie, pour peut-être expliquer ce qui vous touche dans ce tableau, ou les raisons qui vous ont poussé à accepter ce dialogue autour de cette œuvre avec votre travail. Oui, alors ce qui me touche, ce que j'y vois, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je pourrais très bien me faire assez iconoclaste. Alors, tout d'abord, ce qui m'a intéressé dans votre proposition, c'est effectivement l'effet de modernité ou d'intemporalité de cette peinture, le sentiment que, bien qu'ancrée dans le début du XVIIe siècle, elle me touchait comme une œuvre contemporaine et que j'y retrouvais un petit peu de ce que je cherche dans mes photographies. Et c'est l'idée, bien sûr, d'assumer aussi cet ancrage dans les œuvres du passé, cet héritage, ces filiations dans lesquelles nous nous inscrivions, et de toujours poser la question des échanges qui opèrent, mais à double sens, évidemment, pas de moi à ce mystérieux peintre décédé, mais en tout cas de nous à cet héritage qu'il nous lègue. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de mystères, de spéculations encore autour de cette œuvre. Et alors, étant de tempérament un petit peu curieux et taquin quelquefois, pour ces raisons-là, voilà, rentrer dans le débat. Je veux bien relever le défi. Alors, justement, puisque vous parlez de spéculation, il est peut-être temps de venir justement à ces fameuses spéculations, à commencer par l'auteur, les spéculations autour de l'auteur de cette œuvre. Une question dont personnellement je voudrais me débarrasser avec vous assez vite, cette question de l'identité de l'artiste. Parce que l'attribution de ce tableau fait l'objet d'un vif débat de spécialistes, qui n'est pas dénué d'intérêt lorsqu'on est spécialiste soi-même, mais qui peut apparaître très vite un peu stérile dès lors que la communauté des spécialistes n'arrive pas à concorder, à se mettre d'accord sur une idée, sur un nom. Et surtout dès lors que qu'en tant que spectateur, la délectation que peut procurer l'observation de cette œuvre suffit largement pour nous contenter, suffit en elle-même. Finalement, un nom ne changerait pas grand-chose à notre plaisir à contempler cette œuvre. Mais néanmoins, je voudrais quand même vous présenter certaines des hypothèses qui ont été avancées. La première d'entre elles, sachant que dans un passé, au tout début du XIXe siècle, quand ce tableau se trouvait dans les collections des princes Esterhazy, l'attribution de ce tableau était attribué à Véronèse. Donc une attribution qui bien sûr ne pouvait pas tenir très longtemps, et dès le milieu du XIXe siècle, une autre proposition plus pertinente a été avancée, celle d'un artiste du début du XVIIe siècle, Domenico Fetti, dont je vous ai remis deux œuvres assez célèbres, un artiste qui est d'origine romaine et qui va finir par aller travailler à Venise, un artiste dont le nom est intéressant dans le contexte de cette jeune fille endormie, au-delà des questions stylistiques, mais aussi pour cette espèce de mélancolie qu'on perçoit dans des œuvres comme les deux que vous avez sous les yeux, et qui rejoignent cette mélancolie, qui rejoint assez directement la jeune fille endormie. Un autre nom qui a été évoqué, celui de Sigismondo Cocapani, un artiste d'origine florentine qui se forme aussi à Rome dans les années 1610. Autre direction, la piste française, avec un artiste comme Claude Vignon.
Claude Vignon, dont l'attribution a été aussi soutenue par l'observation de menus détails, comme par exemple toute la parure des cheveux. Vous voyez, alors est-ce que vous voyez une... Non, j'ai pas de flèche, mais vous voyez que le personnage qui est à droite, dans le tableau que je vous montre, a les cheveux décorés des mêmes fleurs, perles et plumes que l'on trouve dans La jeune fille endormie. Autre détail de la peinture de Vignon qui rappelle La jeune fille endormie, c'est la manière dont le peintre a traité le brocart. Donc là, vous voyez que c'est une même manière assez précise de peindre les fils d'or. Néanmoins, ces petits détails, même s'ils sont convaincants vus sous le gros plan, lorsqu'on voit la vue d'ensemble, l'attribution est quand même ne parvient pas à convaincre complètement et laisse assez perplexe. Dans la piste française, on pourrait aussi explorer du côté de Simon Vouet, pourquoi pas. C'est une piste que Laurent Salomé, qui était commissaire de l'exposition des chefs-d'œuvre de Budapest avec moi, aurait bien exploré s'il avait poursuivi une étude plus approfondie sur la question. Et on voit comment ces images peuvent y faire penser. Néanmoins, vous voyez que aucune de ces hypothèses, il y en a d'autres, la piste Artemisia Gentileschi a été aussi évoquée, mais rien ne convainc de manière unanime la communauté des historiens de l'art. Et finalement, plus que l'identité précise de l'auteur, ce qui se dégage, c'est le milieu artistique dans lequel cette œuvre s'inscrit et qui importe. Et c'est d'ailleurs ce milieu artistique dont sont issus tous ces artistes que je vous ai évoqués, dont j'ai cité le nom, qui est ce milieu romain des années 1610-1620, un milieu romain qui est particulièrement marqué par l'expérience du Caravage. Et d'ailleurs, quand on observe cette figure avec sa composition centrée sur un personnage unique qui se détache sur un fond neutre et sombre, avec cet effet de clair-obscur assez fort, avec le naturel très puissant avec lequel cette figure est peinte, ce tableau se situe sans contexte dans le sillage du Caravage qui meurt en 1610 et qui marque toute une génération d'artistes, non seulement des artistes romain d'origine, mais aussi qui marque toute cette génération d'artistes qui vient de l'Europe entière pour se former à Rome. Quoi qu'il en soit, plus que l'identité de l'auteur, ce qui semble pertinent de porter ici, il me semble plus pertinent de porter ici la discussion sur ce que représente cette œuvre, puisque c'est essentiellement le sujet de cette œuvre et la manière dont il est traité qui fait de cette œuvre un tableau énigmatique, un tableau complètement unique en son genre, lui valant dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Budapest un véritable statut d'icône en dépit de l'anonymat dans lequel ce tableau est plongé. Et ce tableau, de par son sujet, nous renvoie également à l'expérience caravagesque,
puisque c'est Caravage qui avait lancé la mode de ces figures à mi-corps se détachant sur un fond neutre. Ces figures qui décrivent une scène de genre, un moment de vie quotidienne, et en même temps un type de peinture qui contraste assez fortement par sa poésie avec les scènes de genre d'un esprit plus populaire que développe par exemple un artiste comme Animal Carache à Bologne. Face à certaines des œuvres du Caravage, comme ce célèbre garçon à la corbeille de fruits, un petit peu de la même manière d'ailleurs que face à notre belle endormie, on hésite parfois un petit peu. Faut-il classer cette œuvre dans une catégorie bien définie, strictement définie comme la scène de genre, ou est-ce que ce type d'œuvre entretient un rapport ambigu avec les catégories? Parce que cette œuvre, est-ce que c'est vraiment une scène de genre ou est-ce que c'est un portrait? On a vraiment l'impression que c'est un type d'œuvre qui se place un petit peu à la jonction entre ces deux catégories. Et c'est la poésie qui s'en dégage relève aussi de cette ambiguïté. Et alors, excusez-moi, j'aurais voulu revenir un instant à la jeune fille, mais il ne doit pas être très loin. Le cadrage, vous voyez que le cadrage très resserré que le peintre opère sur le visage, l'absence d'éléments quotidiens, l'absence d'un cadre de vie quotidienne apparente davantage cette œuvre à un portrait qu'au fond qu'à une scène de genre. Et je pense qu'on peut se poser la question, cette peinture serait-elle le portrait de quelqu'un de l'entourage du peintre que le peintre aurait surpris dans son sommeil? Et ce type de portrait le portrait d'un personnage endormi, c'est quelque chose de plutôt rare en peinture. Les gens veulent se faire portraiturer éveillés et en pleine possession de leur volonté. Mais c'est plutôt un type de portrait que l'on rencontre du côté des arts graphiques et du côté de l'enfance, avec des œuvres comme celle que je vous montre ici, celle de Bennart de Ricker, qui est issu de l'école flamande, ou Andrea Comodi, qui lui de l'école italienne. Et ce sont des œuvres qui sont à mi-chemin, disons, entre la photo de famille et l'exercice graphique. Ce sont des œuvres qui n'avaient probablement pas vocation à être montrées en dehors du cercle, en dehors de la sphère familiale, des œuvres qui n'avaient pas vocation à être monnayées, à la différence bien sûr d'une peinture comme La jeune fille endormie. Et c'est un type d'exercice dans lequel Rembrandt, un peu plus tard dans le XVIIe siècle, va développer de manière va développer en série autour du personnage de sa femme, de son épouse Saskia, que vous voyez ici représentée donc dans diverses positions. Et vous voyez aussi que d'emblée, par rapport le rapport entre notre peinture de jeune fille endormie et ses dessins, le rapport reste quand même assez ténu, même si on perçoit qu'il y a quelque chose
de l'intime semblable, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que toutes ces images de la vie privée sont des images qui présentent les personnages, que ce soit les enfants ou l'épouse de Rembrandt, dans un lit. Alors que notre jeune fille endormie, elle, est représentée, est surprise plutôt, et peut-être surprise dans une sieste improvisée sur un coin de table, et qui fait aussi toute la différence avec ces images de la vie familiale, des images sur lesquelles j'avais envie aussi de faire intervenir Jean-Louis, dans la mesure où je voyais surtout dans cet aspect série qu'on voit dans l'œuvre de Rembrandt, aussi un parallèle avec votre travail d'ailleurs dans lequel le lit est aussi un élément essentiel. Oui, c'est une évidence, hein, c'est l'épicentre de tout ce travail. C'est l'endroit où on dort, donc en général, quand la chambre à coucher ne sont pas trop envahis d'écrans de travail, enfin, mais dans bien des cas encore, c'est l'endroit où l'on se retire en fait, où l'on se retire du fracas de la journée, enfin, où on se régénère. Mais c'est aussi dans notre tradition judéo-chrétienne, enfin, jusqu'à il y a peu, tout de même, c'est l'endroit de tous les secrets. La chambre à coucher et le lit, c'est le lieu où on naissait, où on enfantait, on concevait, on enfantait, et puis où on mourait de la même manière. Et d'ailleurs, les photos qui existent dans la tradition, des photos soit d'enfants, soit des photos mortuaires, il y a souvent une sorte de parenté ou une confusion qui peut opérer, sachant qu'au passage, on s'empressait, lorsque la photographie était un geste rare, de vite photographier l'enfant qui allait mourir, ou des fois de photographier la personne déjà morte comme si elle était vivante. Certains photographes étaient absolument spécialisés dans ce genre de travail, attendaient que le corps se relâche suffisamment pour le mettre en scène. On pouvait installer le défunt à sa table avec un jeu de cartes, appeler les amis qui venaient poser, et ensuite avec des tuteurs, enfin des systèmes différents pour faire tenir, et le corps se raidissant, on faisait des photos. Bon, cette confusion, cette parenté, cette ambivalence et cette consubstantialité entre des choses que tout oppose m'a toujours intéressé, et se cristallise très fortement dans cet endroit-là de la chambre à coucher. Alors après, pardon, si vous vouliez ajouter. Non, je voulais vous faire parler des quelques photos de vos proches aussi. Oui. Alors, donc, ce qui m'apparaît à travers les dessins de Rembrandt, c'est qu'effectivement, s'il a le talent de saisir avec quelques traits une expression très belle, très forte souvent, et qui singularise, je pense, la personne dessinée, ce sont ses proches qu'il représente et qu'il veut reconnaître sans aucun doute, et nous léguer aujourd'hui. On voit qu'il est intéressé par tout un jeu de lignes, par tout un travail graphique quasiment abstrait, qui est celui, encore une fois, du corps dans les draps, de ces topographies du corps endormi. Alors on peut faire toute une éthologie de la chambre à coucher, peut-être à travers ce travail, ou des différentes manières de dormir dans un intérieur. Effectivement, on a un sentiment d'intimité, peut-être d'alcôve même parfois, ou en tout cas de grande intimité, sur laquelle l'artiste s'est penché avec beaucoup de délicatesse, semble-t-il. Hein. On dirait qu'il est là pour recueillir le souffle ténu de la personne qui dort, et pourquoi pas les rêves qui affleurent par le front ou sous les paupières. Bon, c'est vrai que c'est une des choses qui m'a intéressé aussi. Mon travail est né... alors, c'est pas le tout premier travail, mais effectivement, c'est le tout premier travail qui reste et dans lequel je me suis vraiment engagé corps et âme. Mais mon travail est né aussi d'un sentiment d'amour, d'une volonté d'aller au cœur de l'intime, de poser la question peut-être de la place de la photographie dans une histoire d'amour, du jeu de regard qui peut opérer, et de fil en aiguille, le sommeil est un moment très important de nos vies, un tiers de nos vies, à dormir, mais un moment très important aussi pour l'amour, pour l'intime. Il m'a semblé évident que je devais aller là, au cœur
de ses secrets et à l'endroit où tout se passe, enfin, où vous pouvez recueillir peut-être la quintessence de quelque chose qui se dérobe à nous en principe. Donc finalement, j'ai fait par une histoire amoureuse, un cheminement qui m'a mené peut-être à quelque chose de comparable au dessin qu'on vient de voir, mais qui doit être très commun pour l'artiste. Je me suis intéressé ensuite à toute ma famille. Donc effectivement, ici c'est un portrait de ma mère endormie. Alors qu'il a fallu convaincre, parce qu'on comprend qu'il peut y avoir des réticences, à accepter son enfant dans sa chambre. Enfin, évidemment, encore une fois, je ne suis pas là physiquement, je pose l'appareil. Mais il s'avère qu'avec l'infrarouge, dispositif donc très inhabituel et qui suscite beaucoup de fantasmes, qui peut amener des gens à penser que je peux voir en même temps que dans la nuit, je peux voir aussi dans l'âme, où je peux traverser les vêtements, ce qui n'est pas, soit dit en passant, totalement faux. Des choses apparaissent qui déstabilisent et quelquefois un peu plus les personnes photographiées. Il faut bien mesurer que c'est une image de nous que nous ne voyons jamais, hein, et que je donne à la personne en même temps que je la découvre moi-même. Et c'est une expérience qui, du point de vue de l'échange, est très très fort aussi. Donc, une fois que les réticences ont été, je dirais, dépassées, j'ai photographié à plusieurs reprises mes parents, et puis mon frère, ma grand-mère, enfin, avec cette écriture-là que j'ai choisie volontairement, qui se systématise, enfin, qui devient de plus en plus fréquente, une écriture assez appuyée, hein, une lumière, un effet d'iris, un effet d'obscurité autour, qui donne un effet de lumière qui percerait la nuit, qui donne comme un effet de mise en abîme du regard, selon moi, comme si dans le noir absolu, quand il n'a plus rien à voir, le regard s'invaginait, hein, se retournait sur lui-même pour poser la question du regard et de sa pulsion. Mais des corps qui semblent luire, littéralement phosphorescents, comme s'ils recrachaient la nuit dans le secret un peu de cette lumière emmagasinée pendant la journée. Mais évidemment, par lumière, on peut entendre tout un tas de choses, hein. Il n'y a pas que la lumière matérielle dont on parle ici. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de recueillir un peu d'intimité, d'établir une relation singulière avec les personnes. Et donc, fort de cette expérience, après, j'ai évidemment été très tenté d'élargir mon cercle de rencontres et puis de photographier des amis quelquefois, des amis que j'ai photographiés régulièrement par ailleurs, et s'installe quelque chose dans le temps, dans la régularité, qui nous voit... enfin, qui voit notre relation à ce travail évoluer aussi, mûrir, et puis des étrangers qui m'ont sollicité, et puis je ne sais pas si nous avons des images ici, enfin voilà, d'autres personnes, et plus tard je pense qu'on verra une image ou deux, des images faites en hôpital, notamment à l'Hôtel Dieu, où il y a un laboratoire de sommeil, où on va se faire diagnostiquer, où on peut passer une ou quelques nuits en observation, lorsqu'on souffre de certains troubles qui souvent sont bénins, mais enfin il faut en passer par l'observation à l'Hôtel Dieu même, branché à des électrodes. Et le fait de m'intégrer dans un lieu de science et aussi au protocole, peut-être aux questionnaires posés, que j'augmentais de mes propres questions, le fait de forcer cette rencontre entre la science et l'art, d'aborder les modalités scientifiques et les procédures comme un bon sauvage, ça m'intéressait beaucoup et j'étais très agréablement surpris de voir que l'hôpital m'a ouvert ses portes. Alors nous reviendrons à ces images d'hôpital un peu plus tard, mais poursuivons un petit peu dans l'observation de ce sujet, donc, dont on a vu qu'il s'éloignait d'un sujet de sommeil dans un lit. Donc ce thème que j'aime à appeler la sieste improvisée sur un coin de table. Dans l'histoire de la scène de genre qui commence à se développer donc à la fin du XVIe siècle, et dans la peinture italienne en particulier, la figure endormie, isolée, comme ici, sans contexte reconnaissable, est un motif vraiment, vraiment rare
et pour ne pas dire unique sous cette forme. Il n'y a guère vraiment que dans la peinture hollandaise un petit peu plus tardive, au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle, avec Vermeer, où l'on peut trouver des exemples, de ces siestes improvisées sur un coin de table. Si tant est que l'on puisse se livrer à une comparaison de cette nature, parce que je pense que vous voyez d'emblée qu'on est dans un registre complètement différent, même pratiquement opposé. Ici, ce qui n'est pas en jeu, ce n'est pas tellement la figure sur son coin de table, mais c'est la maison, l'intérieur domestique qui est décrit dans tous ses détails, alors que dans notre jeune fille endormie, c'est vraiment le personnage qui est au premier plan. Et le gros plan de la jeune fille endormie nous empêche vraiment de saisir le contexte, le lieu. On est même on peut même se poser des questions sur la nature même du meuble sur lequel elle se repose. Moi, ce que j'aime à appeler un coin de table, peut-être que d'autres l'ont perçu de manière différente. Moi, je vois une table recouverte d'un tapis qu'elle aurait replié pour former un espèce de coussin sur lequel elle vient appuyer ses bras et sa tête. Mais après tout, on manque un petit peu de distance pour mieux percevoir ce meuble. Et dans la scène de genre plus proprement italienne, dans le milieu des peintres caravagesques, ça nous arrive de trouver des figures, justement, ce type de figure endormie sur un coin de table. Et vous voyez dans une représentation ici combien cette figure, donc vous voyez derrière le flûtiste à gauche, combien cette figure apparaît secondaire et est un élément qui pourrait presque passer inaperçu dans cette scène qui est centrée sur la figure du joueur de flûte. Néanmoins, la comparaison ici dans le cadre de la jeune fille endormie est aussi intéressante puisqu'il s'agit de ce fameux Sigismondo Cocapani auquel la jeune fille endormie est parfois attribuée. Et je pense que vous voyez le rapport très direct dans la composition, dans la mise en place de cette figure. C'est le rapport assez immédiat dans dans la position, je veux dire, de la figure de ce petit enfant sur son coin de table. Ou alors, autre type de peinture dans lequel on est confronté à ces figures endormies à l'improviste, c'est cette scène très étrange de cette farce de Nicolas Régnier, dans lequel on voit un jeune chevalier endormi probablement après avoir un petit peu trop bu ou veillé trop tardivement après une partie de cartes, et un jeune homme auquel une jeune fille un peu espiègle vient faire une petite plaisanterie en faisant brûler sous son nez une petite mèche, peut-être du tabac, le tabac dont on dit qu'il peut provoquer des rêves érotiques. Et vous voyez que là aussi, l'ambiance de ce tableau est très éloignée de l'ambiance de notre jeune fille. De notre jeune fille endormie. On est même presque même à l'opposé. Il y a peut-être une atmosphère diamétralement opposée à
notre jeune fille endormie. Et bien sûr, ces scènes assez joyeuses, assez espiègles de farce, on va les retrouver abondamment développées dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, du siècle d'or, avec des artistes ici comme Jan Steen ou Oosterveld. Des peintures qui nous parlent beaucoup, je trouve aussi de l'ivresse, qu'il n'y a vraiment absolument pas dans cette figure de jeune fille endormie. Et là encore, je voudrais revenir au cadrage très resserré de cette peinture sur le personnage, sur son visage, sur son mouchoir aussi. Qui pousse à considérer qu'elle a sans doute une identité propre liée à une histoire. Le mouchoir, les yeux rouges, ainsi que les paupières gonflées, les joues et le nez rougi, la parure des cheveux, sont des éléments qui nous parlent d'une toute autre histoire. Une histoire qui échappe complètement à l'anecdotique du quotidien et une histoire que l'on perçoit assez vite d'un genre supérieur par rapport à ces scènes de genre que je vous montrais tout à l'heure. Et si la figure endormie est plutôt une figure relativement rare ou plutôt secondaire dans le cadre d'une scène de genre, avant le XVIIIe siècle, bien sûr, et le XIXe, où ce type de peinture va vraiment se développer. La représentation, en revanche, du sommeil, c'est quelque chose qui est en réalité très fréquent dans la peinture religieuse, et cela depuis le Moyen-Âge. Certains d'entre vous ont peut-être vu il y a quelques années au musée du Luxembourg la belle exposition qui était consacrée à la Renaissance et au rêve, qui abordait justement ces figures de dormeurs, depuis l'allégorie de la nuit jusqu'aux épisodes de songes et de visions qui peuplent l'histoire sainte et la géographie des saints. Comme cette image d'ailleurs que vous avez peut-être vu dans cette exposition, qui représente le songe de Sainte Catherine d'Alexandrie, et qui sont autant d'images qui rappellent combien le sommeil à cette époque est perçu comme un pont. Un pont avec l'au-delà, la manière dont Dieu se sert, le moyen dont Dieu se sert de communiquer, de faire passer des messages, des messages, de se manifeste à l'homme. Et dès lors qu'on s'oriente dans cette voie, dans cette voie de la figure sacrée, un précédent célèbre vient immédiatement à l'esprit, un précédent célèbre qui est cette Marie-Madeleine de Caravage, assoupie sur une chaise, le visage encore baigné des larmes de son repentir, et qui est ici un tableau particulièrement intéressant dans notre contexte, d'abord parce que c'est Caravage et que notre tableau, comme on l'a vu, se place dans le sillage de Caravage, mais aussi parce que avec ce tableau, justement, on a beaucoup reproché à Caravage sa manière très profane de traiter le sujet religieux en l'actualisant, en lui donnant l'allure d'une simple scène de genre, du simple scène de genre. Au fond, Caravage a simplement représenté une jeune fille qu'il a croisée dans les rues de Rome, dont il s'est servi de modèle, et qui n'est devenue
une Marie-Madeleine qu'à partir du moment où il l'a simplement décrétée et à partir du moment où il a peint dans le bas du tableau les attributs traditionnels de la sainte, c'est-à-dire ses bijoux et surtout le vase de parfum, le parfum avec lequel elle va laver les pieds du Christ. Et je pense que vous percevez le rapport immédiat entre ces deux images. La seule chose sur laquelle on peut vraiment tiquer, c'est justement que ce sont précisément ces attributs traditionnels de Marie-Madeleine qui manquent dans cette jeune fille endormie pour en faire de manière incontestable une Marie-Madeleine. Néanmoins, les quelques éléments qui sont quand même présents dans ce tableau, comme la parure des cheveux, cette parure de cheveux qui rappelle la courtisane, ainsi que les yeux rougis, qui rappellent justement le chagrin de la sainte, l'accent mis sur le mouchoir, qui nous parle de ses pleurs, peuvent aussi très bien se comprendre et s'analyser dans ce contexte d'une représentation de Sainte Marie-Madeleine. Et je pense que même si certains historiens de l'art contestent fermement cette hypothèse, il me semble que l'ambiguïté caravagesque dans la manière de traiter le sujet religieux est aussi un argument qui ne peut être écarté dans cette hypothèse et qui doit peser dans la discussion autour de cette identification. Et à défaut de pouvoir confirmer cette hypothèse de Marie-Madeleine, on peut aussi renforcer cette hypothèse par l'existence d'un autre tableau, d'un tableau postérieur à notre jeune fille endormie, un tableau qui représente, lui, sans conteste possible, Marie-Madeleine, puisque la présence du religieux est confirmée par les anges, les bijoux, la cassette de bijoux ici sur lequel Marie-Madeleine s'appuie, ne présente aucun doute sur l'identification de ce sujet. Et je pense qu'il y a là encore quelque chose de très proche de notre jeune fille endormie, notamment, je pense plus qu'avec peut-être le Caravage, le sourire assez énigmatique de la figure, ce sourire qui n'est justement pas présent dans la représentation du Caravage, et qui est ce sourire qui peut être interprété comme la consolation que Marie-Madeleine trouve dans la conversion, dans la religion et dans l'amour du Christ, et qui est présent également dans cette figure de Marie-Madeleine postérieure. Et je voudrais vous laisser de manière peut-être un peu lâche sur cette ambiguïté, peut-être sur cette ambiguïté, mais aussi pour laisser à Jean-Louis la possibilité de s'exprimer et de rebondir peut-être à sa manière sur cette jeune fille, et surtout sur... je pense que ce qui est intéressant pour quelqu'un qui a passé de longues années à observer le sommeil, peut-être ce que je trouve intéressant, c'est qu'il partage avec nous ce qu'il perçoit du sommeil, de cette jeune fille endormie de Budapest. Oui, alors j'ai
j'ai amené d'autres images de mon travail, mais je vais les passer très rapidement pour ne pas trop vous asséner, et j'ai peur que nous débordions d'ailleurs. Mais pour vous montrer comment, par la succession des prises de vue, les différentes phases de sommeil, les différents états de sommeil apparaissent assez nettement. Les médecins me le disaient, ils repéraient bien les phases d'endormissement, alors dans l'ordre, sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal et réveil, qui constituent un cycle complet et plusieurs cycles pendant la nuit. Pour autant, on a bien sûr un certain mal à déduire beaucoup de choses de ça. Mais ce qui apparaît, c'est que le corps, enfin, c'est un peu ce que je cherche, donc il y a une part de déformation sans aucun doute, mais le corps m'apparaît souvent raide, raidi ou flasque. Enfin, ce sont des états qui créent une esthétique, une dramaturgie, une sorte d'expressionnisme très fort. Alors, ce qui me frappe, à contrario, c'est de voir, au-delà du fait que nous ne sommes pas dans l'espace de la nuit, que cette jeune fille endormie est tout à fait gracieuse, les paupières ne semblent pas cousues, les joues ne sont pas flasques. Vous voyez, ce sont des signes assez caractéristiques quand même de certains états de sommeil et de ce qu'on voit dans une bonne partie de la nuit. Alors, je vous fais part de ce que je remarque d'abord, je fais une rapide dénotation, puis après on verra à quelles hypothèses ça peut amener le cas échéant. Une des rares images, celle qu'on a choisie justement vis-à-vis de la peinture, c'est celle-ci, une des rares images où apparaît cet air gracieux de sommeil comme léger, alors que là nous sommes vraiment au cœur de la nuit. Alors peut-être que la personne photographiée se réveillait à ce moment-là, enfin je ne m'en souviens plus, je l'ignore, mais il est assez rare dans la somme d'images que j'ai faites, et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup, puisque une nuit est multipliée par 36 photos, j'ai très rarement vu ce genre d'expression. Alors je peux voir des personnes qui ont l'air pénétrées, qui prennent des postes très académiques, mais on sent qu'il y a toujours des raideurs, le corps d'ailleurs des fois qui semble même cassé. Souvent, enfin nous avons vu ça ensemble dans certaines de mes images, on a comme des impressions de fragments de corps à la manière de ces études anatomiques que Géricault fait dans les morgues par exemple. Et puis des états d'être totalement fermé et inaccessible, ce qui me permet évidemment d'y mieux voir ou d'y mieux trouver cette question de l'opacité de l'être, de l'existence. Et puis un exemple, voilà, de personnes comme ça qui semblent s'abîmer dans les draps, se couler dans une substance qui renvoie à une sorte, pourquoi pas, d'au-delà, quoi. Au-delà du visible, encore une fois, au-delà de la pensée, de ce que l'on peut apprendre, et une sorte d'intelligible. Alors, là j'ai mis cette image parce qu'effectivement, on trouve une lumière, alors qui n'est pas un clair-obscur à proprement parler, c'est une lumière quand même faite de contraste, où une partie du visage se découpe très luministe sur le reste du corps qui est noyé dans l'ombre. Alors, c'est un procédé, vous avez vu tout à l'heure que pour obtenir mes photos infrarouges dans la nuit, je place un flash sur l'appareil photo, mais il y a un filtre noir qui bloque la lumière visible. Il y a quand même émission d'une source de lumière. Cette lumière visible étant bloquée, la pellicule infrarouge ne va recueillir que les ondes qui sont au-delà de notre spectre visible. L'appareil a toujours été, le flash a toujours été mis sur l'appareil. Et à un moment donné, je me suis mis à dissocier le flash de l'appareil pour obtenir des lumières un peu frisantes, rasantes, mais qui ne m'ont pas totalement satisfait dans le sens où ça donne un effet de lumière de jour. Et donc le sentiment de personnes endormies dans une sieste, ou alors se réveillant bientôt au point du jour. Un peu de manière comparable à ce qu'on peut éprouver devant la peinture de la jeune fille endormie. Ce qui me plaisait en revanche, c'était ce sentiment qu'une drôle d'aura, une drôle de lumière, encore une fois, émanait du front de la personne, nous donnant le sentiment, selon l'expression fameuse de Jean Clair, enfin, de pouvoir voir l'âme au corps. Et sachant que beaucoup d'œuvres
ont été faites ces derniers temps, ces dernières 20-30 années, par Clément Chéroux aussi, que vous connaissez peut-être en tant que conservateur pour la photo à Beaubourg, et qui a fait de nombreux travaux sur la photographie spirit. Je retrouvais un peu ces choses-là dont on parlait beaucoup quand ce travail s'est fait, et qui m'ont beaucoup inspiré. Mais voyez, je ne sais pas comment vous ressentez ces images, je trouve qu'il y a quelque chose de très mortifère en elles, qui me parle, parce que sans doute que mes premières images, mes premiers souvenirs d'images ont partie liée avec ça. Vous voyez le corps un peu dissocié, morcelé dont je parlais. Alors, j'essaye de retrouver finalement, ça et là, toutes les différentes sensations étranges qui s'emparent de nous lorsque nous nous endormons, lorsque nous avons des sommeils difficiles. Les décollements de l'âme qui flotteraient sur le corps, les glissements, les chutes, les sensations de noyade, d'enlisement. Bon. Là, avec ce bras renversé, vraiment distordu, il y a une tension qui me plaisait beaucoup. Et la tête posée un peu sur le lit, comme une tête guillotinée d'un Rodon ou d'un Brancusi. Voilà, mon frère qui est comme mort à la manière du Christ de Monténia. Enfin, c'est ce à quoi j'ai pensé tout de suite en voyant la photo. Alors évidemment, il faut arrondir les angles après tout ça, hein, mais nous avons continué là aussi à faire de nombreuses fois des photos ensemble. Mais une des sources d'inspiration évidente, c'est aussi ce type de photographie mortuaire qui, par l'adjonction d'une lumière, d'un effet très luministe, spiritualisait le corps et rendait, ici en l'occurrence Victor Hugo, sur son lit de mort, vous devez connaître la photo, elle se trouve dans sa chambre à coucher, tout au fond du musée, au cœur du musée Victor Hugo. Voilà, cette magnifique photo prise par Nadar, qui lui-même croyait, dans cette drôle d'époque paradoxale, au fantôme, transforme littéralement Victor Hugo en esprit. Et puis, c'est évidemment ce qui me guide, ou en tout cas, sinon dans ma prise de vue, mais dans mon choix des images, lorsque je retiens cette photo que Cécile a mise à côté en vis-à-vis. Mais il est clair que cet ami, depuis décédé, m'a dit en se voyant, on dirait que je suis mort, et j'ai réalisé très vite qu'il y avait comme un travail de deuil par anticipation aussi dans beaucoup d'images que je faisais. Donc, évidemment, c'est une approche très subjective, mais pour moi, et de par tout l'héritage du XIXe siècle romantique, et puis ce qui s'est prolongé à bien des égards dans le XXe siècle, le sommeil, c'est dans l'opacité, dans l'insondable, dans l'épaisseur de la nuit. Le sommeil, bien sûr, renvoie à l'inconscient qu'on découvre entre-temps. Et bien sûr, là aussi, il faut voir de Freud, ou avant Freud, l'affiliation avec Charcot et toute l'iconographie de la salpêtrière qui m'a beaucoup nourri, qui m'a beaucoup inspiré. Et puis d'autres exemples d'œuvres spiritualistes. Par exemple, un éminent neurophysiologiste qui s'appelait le docteur Baraduc, qui, avec donc l'argent de l'État, travaillait à la salpêtrière de manière à capter les auras de l'âme humaine. Alors un jour, par un accident, sans aucun doute, une mauvaise manipulation, un halo est apparu sur une plaque, au-devant du portrait de son enfant qui tenait sur les genoux un oiseau mort. Il s'est dit, voilà, ce halo, c'est l'expression de l'anxiété, de l'angoisse que découvre mon enfant face à la mort. Et de là, l'idée que peut-être la plaque, qui opère, on le sait, par prélèvement des photons, par captation des photons, mais dont le fonctionnement, encore une fois, était très mystérieux encore à l'époque, même pour un scientifique. De là, l'idée que la plaque pourrait capter tout un tas d'auras, de fluides et de choses comme ça que Baraduc a ensuite allé catégoriser, indexer, classifier. Mais de là, très vite, aussi l'idée de placer les plaques photosensibles sur le front des personnes endormies et bientôt sur le front des personnes décédées. Voilà un exemple d'aura sur le côté en bas à droite. Parmi tant d'autres, et puis les mêmes d'autres types d'aura qui apparaissent devant un sujet endormi. Alors évidemment, quand je fais des photos à l'Hôtel-Dieu, cette photo-là, ayant un aspect assez tragique et fascinant, là aussi on peut faire le parallèle. Mais je vous montre quelque part ce qu'il y a dans mon travail, et qui pour moi s'inscrit dans toute l'affiliation du XIXe siècle. On peut remonter très loin d'ailleurs, chez Novalis, puis après Victor Hugo. Pour la littérature, on trouvera tout un tas d'écrivains, poètes. Bien sûr, en peinture,
Il y a foule aussi de peintres de la nuit, hein, Goya, Fuseli et beaucoup d'autres. Et puis, ça se poursuit dans le XXe siècle avec le surréalisme qui aborde autrement la question de l'inconscient, de la nuit, du sommeil, de l'inconscient, de l'hypnose. Mais aussi, la question de l'ombre a beaucoup été traitée au Japon, en opposition avec l'Occident et la lumière occidentale, par Tanizaki par exemple, et puis Blanchot, etc. Donc finalement, il y a peut-être dans cette peinture de la dormeuse quelque chose qui est tout à fait... Alors, qui ne serait pas étonnant peut-être en son temps, bien qu'étant nouvelle. Je comprends bien que la peinture a cette force de la nouveauté, mais il y a en fait tout un tas de choses qui sont là dans cette œuvre et qui seraient un peu comme le contrepoint de la manière dont beaucoup d'artistes, ils ne sont pas si nombreux, mais beaucoup d'artistes ont traité du sommeil. D'artistes et puis de penseurs, de philosophes, d'écrivains. Enfin, voilà. J'avance assez vite, hein, si vous le voulez bien, avec ces images sur lesquelles je revenais, mais et que je mixe donc depuis quelques années avec les images de dormeurs pour notamment explorer les effets de sensorialité, des effets de dilatation de temps, de mouvements ralentis, etc. Mais ces images de limbe sont faites sur des bords de mer, mais sur des lieux de tragédie. En fait, quasiment toutes les images ont été faites sur des lieux de mort, de noyade, de guerre ou de crash, de tankers, de pollution, etc. De manière à donner une sorte d'irradiation sombre, hein, mais qui nous rappelle les tragédies sans âge et sans frontières que la mer toujours nous ramène dans son ressac. Mais ce sont des images métaphoriques et psychiques, ça va de soi, et je retrouve là-dedans les mêmes auras que Baraduc, en quelque sorte. Hein. Mais métissées, tramées à ces images de dormeurs, voilà, elles me permettent d'explorer, comme je vous l'ai dit, ces différentes sensations et de poser la question de l'être, du néant, de l'altérité qui reste toujours opaque, du mystère qui reste entier, malgré des dispositifs qui s'inspireraient des sciences et qui pourraient nous donner à penser que les photos vont donner à voir et à comprendre, jetant même volontairement des pièges pour faire croire qu'on va découvrir quelque chose. C'est moins le cas dans ces photographies qui sont d'emblée très mystérieuses, ça saute aux yeux, mais dans des approches plus scientifiques où je croise des textes d'ailleurs, enfin diverses sources, autres sources d'informations et mes photographies, on pourrait faire croire que cela va déboucher sur une révélation. Et en fait, ça débouche au contraire sur l'altérité redoublée. Alors, ce qui m'a frappé face à devant cette peinture immédiatement, et que j'ai dit aussitôt, en rougissant parce qu'on a toujours peur d'être très péremptoire, mais je comprends que je suis invité pour l'être, c'est que, selon moi, elle ne dort pas. Vous comprenez peut-être pourquoi, de par les photos que je viens de vous montrer. Elle me semble au mieux assoupie, peut-être en train de rêvasser, sans aucun doute, dans une rêverie d'ailleurs plutôt sensuelle, gracieuse, joyeuse, que faite de repentir. Et je la trouve même offerte à nos regards. J'ai fait des photos de sommeil longtemps, en étant absent des chambres à coucher, mais je suis portraitiste par ailleurs, et je sais ce que c'est aussi que de voir quelqu'un poser pour l'appareil, se sentir caressé du regard. Enfin, vous voyez, quand on y arrive, en tout cas, il peut se nouer une relation assez belle entre les personnes photographiées et le photographe. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe ici. Qu'elle s'offre au regard du peintre, avec lequel, sans aucun doute, elle entretient une relation intime, dont j'ignore la nature, évidemment, mais que je suis là pour spéculer, mais quand même, n'allons pas trop loin, j'ai presque le sentiment de pouvoir lire sous ses paupières quelque chose qui s'anime, enfin, et donnant cette expression énigmatique, ce regard, ce sourire, à la manière d'une Joconde. Voilà, moi, j'aurais aimé appeler cette peinture Jeune fille assoupie, ou Jeune fille rêvant, ou Jeune fille rêvassant, bien que ce ne soit pas très beau, c'est un peu connoté, rêvassant, mais
Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, le fait de ne pas être dans la nuit, ça expliquerait un certain état du sommeil, puisque c'est le moment des sommeils plus légers, des rêveries qui sont souvent d'une toute autre nature et beaucoup plus complexes et qui nous parviennent d'ailleurs, surtout si on n'est pas entraîné, qui nous parviennent davantage au conscient que lorsque nous rêvons la nuit. Mais voilà, j'ai eu ce sentiment tout de suite d'une énorme sensualité et d'un jeu de regard partagé. Alors, comme nous avons évoqué la possibilité d'une Marie-Madeleine, je me suis dit que ça n'empêchait rien, puisque Marie-Madeleine cristallise finalement toutes les hypothèses, toutes les interprétations, sans doute dans la confusion qui est faite entre trois personnages féminins qui accompagnent le Christ, et si je crois bien, jusqu'à Vatican II qui mettra de l'ordre là-dedans, Marie-Madeleine est tour à tour la prostituée qui va laver les pieds du Christ, Marie de Béthanie qui oint la tête du Christ, et puis simplement celle à qui le Christ apparaît lorsqu'il ressuscite et qui l'accompagnera jusqu'au bout devant la croix, etc. Bon, finalement, ces glissements d'un personnage à l'autre, j'imagine, ont toujours bien arrangé les artistes qui ont pu s'emparer du personnage avec la caution que donne la sainteté de Marie-Madeleine, avec la caution nécessaire pour faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et moi, je me dis, si j'avais été un peintre à cette époque-là où la censure était quand même encore redoutable, et Caravage, je crois, donc j'imagine ses descendants aussi en ont souffert, enfin de ça et d'autres choses, mais je me dis, j'aurais très bien pu effectivement prétendre peindre une Marie-Madeleine et pourquoi pas en repentir pour faire le portrait de la femme que j'aime. Et pourquoi pas de la femme que j'aime désirante, ou en tout cas voilà, très sensuelle. Alors, ce qui m'apparaît, et qui relève soit d'une maladresse du peintre, mais quand on voit la qualité de la peinture, on a du mal à faire tenir cette hypothèse, ce qui m'apparaît, c'est que physiologiquement, elle ne peut pas dormir comme ça. On ne voit pas bien, mais si la tête repose, j'ignore sur quoi, et rien ne l'indique puisqu'il n'y a aucun écrasement des chairs. La tête n'est pas assez inclinée, elle n'est pas assez basse. Je vous invite à dormir de cette manière-là. Je pense que vous aurez très vite des raideurs au bout de quelques minutes qui vous réveilleront, ou alors si vous dormez debout, comme il arrive, sans même parler des narcoleptiques, mais en certains cas extrêmes, on s'affaisse, on s'effondre. Donc, alors, ça serait peut-être un endormissement juste avant qu'elle ne s'assomme sur la table. Bon, bref, hormis ces cas très particuliers et un petit peu tirés par les cheveux, moi j'ai l'impression qu'elle ne dort pas. J'ai l'impression qu'elle penche la tête comme dans une étreinte invisible, qu'elle enserre de ses bras un corps imaginaire, et on voit dans de nombreuses peintures de Marie-Madeleine une étreinte de ce type, qui pourrait être celle de l'amoureux, pour ne pas dire Jésus, mais en tout cas qui évoque l'idée de l'amour qui n'a jamais été possible, de l'amour réel, bien sûr, pas du corps qui se vend, mais de l'amour réel, pur, grand, et soit peut-être aussi l'idée de bras qui enserrent ou qui bercent un enfant, l'enfant non advenu. Alors il y a dans des apocryphes tout un tas d'histoires autour des enfants qu'aurait eu Marie-Madeleine, mais enfin je me dis voilà, cette image, cette peinture-là peut très bien évoquer, pourquoi pas, sur un autre plan de lecture, à tout le moins. Je pense qu'il faut toujours voir les œuvres avec une certaine polysémie et qu'il faut être sûr que les artistes se sont bien souvent ingéniés à mettre d'autres choses dans leur travail que ce qu'ils prétendent mettre. Donc voilà ce que je crois on peut y voir, de la même manière qu'on le voit à d'autres titres, peut-être pour d'autres finalités, avec d'autres messages, dans d'autres peintures de Marie-Madeleine, y compris en pleine contrition. Alors là, effectivement, le nez rougi, je ne sais pas trop. Je pense qu'il faisait froid à cette époque-là, dans les intérieurs pas chauffés. Elle n'a pas la larme de la Marie-Madeleine repentante, enfin, etc., etc. Donc, voilà, c'est une hypothèse. Et après, une fois qu'on tire le fil, on peut effectivement aller un peu plus loin. Mais le mouchoir étant, pourquoi pas, une sorte d'objet de substitution, d'objet transitionnel dans lequel... un objet fétiche, dans lequel l'empreinte chimique, la chaleur de l'être aimé sera encore là, évidemment. Et on peut voir, mais comme les historiens de l'art nous l'ont souvent montré, dans ces jeux de plis, vous voyez, dans ces doigts qui fendent le tissu, créant des ourlets, des plissés, on ne peut plus féminin, une idée de l'amour
et de l'amour rêvé. Donc, je pense que cette hypothèse-là, comme d'autres, se valent sans doute tout aussi bien, mais j'ai trouvé finalement assez singulier et intéressant qu'un tel mystère demeure autour d'une peinture qui traite par ailleurs du sommeil, qui est en soi, de par le sujet même, un sujet qui restera toujours inépuisable et qu'on n'arrivera pas, ou dont on n'arrivera pas finalement, que l'on n'arrivera pas à faire rendre gorge, en quelque sorte. Et votre lecture, enfin votre regard sur cette œuvre me parle beaucoup, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cette idée d'épaissir encore le mystère autour de cette œuvre en se posant la question d'Ortel. Qui est la seule question que personne ne s'était encore posée sur cette œuvre, puisque la seule chose qui n'était pas encore remise en cause, c'était le titre de Jeune fille endormie. Moi, je veux bien. Non, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Dans le détail, peut-être que je partagerai peut-être pas toutes les analyses, mais au fond, je vous rejoins sur ce questionnement fondamental. Est-ce qu'on est vraiment devant une jeune fille endormie ? Et je pense que, voilà, je voudrais clore ce dialogue sur cette question où nous nous rejoignons, enfin où je vous rejoins en l'occurrence, et vous laisser peut-être la possibilité de poser quelques questions, de réagir vous-même. De votre indignation, peut-être. De votre indignation ou même votre perception, votre propre perception de cette peinture.